Salut, c'est Amandine d'Info Gaucho. Salut, c'est Adrien d'Info Gaucho. Aujourd'hui, on est à l'événement Rassembler pour gagner avec Lucie Castet, avec François Ruffin, Marine Tondelier, je crois. On est là pour faire un reportage de l'événement et pour faire quelques interviews, donc on se retrouve tout de suite. On vous rappelle que notre média est 100% indépendant, je préfère des bénévoles. Ça nous prend du temps, ça nous prend aussi un peu d'argent. Comme vous en doutez, Info Gaucho, on n'en reçoit pas d'argent de la part de Bolloré. Donc n'oubliez pas qu'on a une cagnotte Tipeee qui est dans la description juste en dessous. Que ce soit 5, 10, 15, 20, 50 €, on prend. N'hésitez pas à nous soutenir et à nous suivre sur les réseaux. On est présent sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Donc n'hésitez pas à faire passer l'info parce que des médias indépendants de gauche, militants qui se revendiquent clairement de gauche pour faire de l'information, il n'y en a pas beaucoup. Donc n'hésitez pas à nous soutenir et à faire passer le mot. Salut! Merci! Alors je suis Sébastien Paitavi et je suis député de la 4e circonscription de la Dordogne et donc de Génération dans le groupe avec les écolos, avec l'Après, avec Debout et voilà. Donc on est déjà dans un endroit où en tout cas ce qui a animé le NFP puisqu'il en est de l'Union nous tient à cœur. Et comment ça va? Est-ce que tu es chaud pour la rentrée là qui s'annonce assez soutenue? On s'attendait à une rentrée, enfin je m'attendais à un budget vu ce qui était préparé, parce que bon, la manière dont ça s'est passé quand même, avec Bayrou qui attend qu'on soit en poste parlementaire le vendredi pour annoncer son budget le lundi, pour qu'on ne soit pas à l'Assemblée à pouvoir le questionner sur des questions au gouvernement et bon, avec toutes ces vidéos là pendant l'été. La question qui va se poser à chacun des Français. Échanger avec vous sur ce sujet. Et là, avec cette annonce, on s'attendait déjà avec un budget qui était quand même très très compliqué. Moi je suis dans une circonscription rurale. Il avait envoyé un courrier au mois de mai aux hôpitaux, à tous les hôpitaux de France, pour leur dire qu'il fallait faire des économies, et notamment sur les salaires, en sachant que beaucoup d'hôpitaux sont en déficit parce qu'il manque de professionnels et parce qu'ils n'ont pas assez d'actes, mais à cause du manque de professionnels et pas à cause de manque de besoins. Et donc quand on voit ça déjà et la manière dont ils viennent régler la question de la dette, là en l'occurrence c'est quelque chose d'assez terrible. En fait moi c'est la grande déception de Bayrou là. On n'est pas du même bord, mais bon, sur la question de la dette c'est quand même un gars qui parle de ça depuis 30 ans et il a cette cohérence. Mais en fait, il n'a aucune idée de comment la résoudre. Aucune idée. On a l'impression qu'il y a quand même ce chantage à la dette qui est quand même assez présent dans le discours. Oui, mais dans les mesures... Pour mettre en place les politiques austéritaires, mais on a quand même l'impression que c'est les vieilles recettes du libéralisme, c'est-à-dire faire des économies sur les dépenses publiques, et notamment sur les plus précaires, tout en ne touchant pas à la politique de l'offre. Oui, mais en gelant, par exemple, en fait, toutes ces questions-là, c'est du one-shot. Il fait un truc là, il fait rentrer de l'argent en mettant des gens, mais en fait il n'y a rien qui structurellement vient changer en fait les choses. C'est-à-dire que si s'attaquait à un truc qui allait être compliqué mais qui pouvait emmener sur une autre trajectoire, on pourrait l'entendre en fait. Mais c'est même pas le cas. C'est-à-dire que moi je me dis, ce mec nous en parle depuis 30 ans sans savoir ce qu'il veut faire. C'est ni savoir comment il met en place, parce que là la méthode était quand même pitoyable. Ouais. Mais est-ce que c'est pas justement, est-ce que c'est un problème de personne? Est-ce que c'est un problème de compréhension de la vie politique, ou est-ce que c'est un problème d'idéologie libérale qui fait qu'on n'a pas envie de toucher au fonctionnement de ce que fait Après, de toute manière, on a un problème depuis 2022, avec Macron qui a été réélu en rentrant très très tard dans la présidentielle, avec pas de débat. Pas eu de débat. Donc il n'y a pas eu de débat budgétaire notamment, de quel modèle on veut. En fait, il n'y a pas eu cette question-là. Et donc on se trimballe ça depuis 3 ans, parce que lui a été élu, mais parce qu'il y avait un barrage au Rassemblement national. Et après les législatives, en fait, il n'a pas de majorité absolue. Et on voit bien comment à partir de là, il n'y a pas une validation de son projet, notamment économique, sauf qu'ils veulent faire comme si c'était le cas. Et on voit bien que le problème, il est là, parce que quand Bayrou nous dit, en fait, on peut toucher à tout, mais on ne fera rien pour les entreprises, on ne va pas y toucher un centime, ni pour les plus fortunés, ou s'il y a, c'est un petit peu en marge, je ne sais quoi, mais on voit bien, il est là, ah oui, mais on va prendre 4 milliards sur les 43 milliards, il y a 4 milliards qui viennent sur les plus hauts revenus.
ouais, ok, et tout le reste sur les plus bas revenus. Donc en fait, ça ne fonctionne pas son histoire. Donc oui, il y a un problème dogmatique au niveau de cette question-là, parce qu'on voit bien qu'ils veulent protéger ceux pour qui ils se sont embarqués, et que ça nous coince. Ça a coincé depuis 2 ans. Hein. Et après, bon, il y a un problème de méthode. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Aujourd'hui, on ressent un essoufflement de la population, mais aussi de certains politiques qui commencent à tourner un peu en rond, à essayer de ressasser tout le temps les mêmes problématiques. On sent de plus en plus monter une grogne sociale aussi, avec des appels à différentes actions pour le 10 septembre. Nous, à Orléans, c'est le cas aussi, ça commence à s'organiser. Comment est-ce qu'on peut accompagner ce mouvement social? Moi, je n'avais pas entendu autant de personnes parler de ce mouvement depuis les Gilets jaunes. En Dordogne, vraiment, c'est tout l'été, tous les déplacements que j'ai faits, les gens m'interpellaient, et bon alors, le 10 septembre, le 10 septembre, le 10 septembre. Donc on voit qu'il y a quelque chose, et quelles que soient finalement les situations des gens, on voit qu'il y a quelque chose là d'un ras-le-bol qui est très présent. Après, je ne sais pas comment on doit quel doit être notre niveau d'implication. Enfin, moi, je trouve ça chouette qu'il y ait quelque chose qui s'embarque comme ça, et que les gens puissent y embarquer. Alors, il y en a beaucoup qui parlent d'un truc nébuleux, on ne sait pas ce qui va en être, mais je trouve que c'est important en fait, que les gens se mobilisent. Et qu'on ne vienne pas, nous, s'accaparer quelque chose et y donner le chemin qu'on veut y donner. Et je trouve que ça pose la question de la politique, et puis je vois sur beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui ont peur un petit peu d'une récupération politique, et je trouve que c'est bien qu'il y ait des choses autonomes. On a quand même vu que les médias aussi jouaient beaucoup sur cette instrumentalisation pour faire peur à la population en mode il y a une récupération politique, alors qu'on a quand même entendu des phrases assez claires des responsables politiques et même syndicaux en mode on ne va pas s'accaparer le mouvement, on est là pour l'accompagner. Est-ce que tu sens aussi qu'il y a une volonté un peu d'empêcher ce mouvement d'exister en essayant d'en faire une cause politique, notamment avec LFI, parce que globalement on parle beaucoup de ce qu'a pu dire Mélenchon, alors qu'il a quand même été très clair sur tout ça, et même je veux dire ce qu'a dit Tondelier ou ce qu'a dit Sophie Binet, c'est pas... Est-ce que tu sens qu'il y a quand même, on voit les organes de presse médiatiques et le libéralisme autoritaire qui essayent de détruire un peu le mouvement? Eux, on voit bien ce qu'il en est, on voit bien comment ils viennent leur attacher à l'image négative des Gilets jaunes. On voit bien comment il y a cette question-là. Mais après, si Bayrou annonce son vote de confiance le 8, c'est qu'ils sont tous comme ça. Hein. Ils étaient tous très très inquiets de ce qui pouvait se passer le 10. Hein. Donc on voit bien que tout ce qui a tourné sur les réseaux là pendant l'été les a mis dans une situation pas sereine du tout. Et comment tu vois toi les choses pour la rentrée? Est-ce que tu vois une dissolution? Est-ce que tu vois qu'il va y avoir un rapport de force suffisant avec le 10 septembre? Est-ce qu'il y a des incertitudes? La décision là de Bayrou le conduit à tomber la semaine prochaine. Et effectivement, en faisant ça, il ouvre la possibilité d'une dissolution. Je ne vois pas comment le président s'embarque là-dedans. Parce que s'il le fait, pendant 1 an, il ne peut plus redissoudre. Il peut aussi partir. Oui. Il nous a fait comprendre que ce ne serait pas le cas. Est-ce qu'on le souhaite notamment dans qu'on le souhaite, qu'on le souhaite, oui. Mais vu la psychologie du personnage, je ne suis pas sûr que ça arrive. On peut aussi le contraindre à partir, et est-ce qu'il voit qu'il n'a plus aucune solution, notamment par le rapport de force? Mais effectivement, s'il y avait un mouvement terrible et une situation qui se complexifiait et qu'il avait grillé la chance d'une dissolution qui ne pouvait plus y avoir pendant 1 an, la seule étape d'après, c'est sa démission. Donc c'est pour ça que je ne suis pas sûr qu'il s'embarque là dans une dissolution, parce qu'il a plus de cartouches après pendant 1 an. Puis après, bon, je crois que on est tous à se regarder, à se dire on n'a pas envie de partir en campagne dans une semaine, quoi. Voilà. Tout à l'heure, je parlais d'accompagnement, je pensais à un certain nombre de doléances. Donc il y a le site Parrain-Bienvenue qui existe, avec des doléances ouvertes où chacun peut voter sur ce qu'il demanderait. Beaucoup parlent d'une 6e démocratie, un peu moins représentative, plus participative en tout cas. Comment est-ce que vous abordez ces questions-là? Nous, ce sont des questions. Déjà, c'est ce que défend la gauche depuis longtemps. Et là, du Parti Socialiste à la France Insoumise, des Échos, tout le monde défend cette question-là depuis longtemps. Et quand on a vu les dérives depuis 2022 avec les 49.3 et avec les retraites et la manière dont le vote a été contourné, détourné,
Bon, on pose cette question-là, est-ce qu'on doit avoir un système où on peut avoir encore des 49.3 ? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas une majorité peut continuer à faire comme il veut faire sans arriver à trouver une coalition par exemple ? On voit bien que là-dedans, oui, il faut arriver à changer. Et ça c'est évident. Et s'il y a quelque chose de fort comme ça, parce qu'en fait c'est la grande question de est-ce que c'est une des priorités de passer une 6e République en sachant qu'il faut lancer une constituante et que ça va prendre du temps ? Est-ce qu'on peut mobiliser toutes les forces d'un pays pour pouvoir réfléchir en fait à cette question-là, alors qu'on a une crise de la santé, une crise de l'éducation, une crise écologique, une crise des inégalités. Et en fait, c'est la grande question de par quoi on peut avancer. Mais si ça vient des gens qui réclament ça, c'est pour nous une portée qui est considérable. En tout cas, les crises sociales, budgétaires, etc., c'est des crises cycliques qui sont quand même de plus en plus fréquentes. Et donc, est-ce que si on attend à chaque fois de résoudre des crises de court terme pour pouvoir réfléchir à long terme en changeant de république, on se demande quand est-ce qu'on peut le faire ? Non, mais c'est-à-dire que la grande question, si on arrive au pouvoir, il y a un tel chantier sur tant de sujets. En fait, qu'est-ce qui va être prioritaire là-dedans ? Ça va être compliqué en fait. Mais en tout cas, d'avoir un autre rapport déjà dans la manière dont on fait vivre la prise de décision, il y a des choses, voilà, mais que déjà nous on peut faire au sein de nos groupes à l'Assemblée, la manière dont on peut le faire, moi je vois de ce que je peux faire en circonscription également. En fait, il y a la manière dont on le fait vivre, hein, et ça c'est quand même des points importants. Mais il est évident que la place du présidentialisme, là on voit bien qu'on est au bout de la 5e République. Une Assemblée qui est incapable de fonctionner en parlementarisme, et on est au bout de ce que l'on peut faire. On a parlé de l'épuisement aussi des différentes classes sociales. Il y a aussi une fatigue en fait. Alors là, j'ai parlé plus particulièrement de la gauche. Une fatigue de vote. Et la dernière fois qu'on a fait un rassemblement de la gauche, il a éclaté. Comment est-ce qu'on passe de cette guerre d'ego à une vraie promesse qu'on tient et où on amène derrière les gens à voter? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus voter, les jeunes ne veulent plus voter non plus parce qu'ils ne les croient plus. Moi, je suis dans un groupe qui fait vivre cette question de l'union et qui n'a pas démordu de ça. Moi, je suis un enfant de l'union. J'ai été élu avec cette question-là. J'ai toujours défendu cette question-là. Et c'est pas un sujet, enfin pour moi, de venir se défaire de ça. Maintenant, moi, j'ai très vite vu l'été dernier, une fois que l'on a gagné, que l'on est arrivé premier. Et la manière dont Macron a pris du temps et la manière dont la gauche n'a pas non plus été toujours brillante dans la manière dont on pouvait proposer, on a mis du temps pour pouvoir proposer Lucie, et puis une fois qu'on a eu Lucie, on a vu qu'on avait quelque chose de clair, mais on a mis un peu de temps aussi pour arriver à proposer un nom, à se mettre d'accord sur un nom. Et bon, il y a plein de personnes qui ont dit mais en fait on s'est engagé, on a voté et ça change rien. Et là ça vient emmener une fatigue. Et il y a ce truc, enfin on voit bien, on est prêt à s'embarquer, à y passer du temps, mais avec cette envie qu'on puisse faire bouger quelque chose derrière. Et bon, quand on s'est mobilisé, puis on n'a pas gagné, bon c'est une chose, hein. Mais là quand on arrive premier, et vu le contexte et vu d'où on partait, c'était quand même loin d'être simple, hein. Et voilà, donc bon, je pense que les gens parlent d'union, et puis ils sont là, mais moi ma grande inquiétude, si on part dans une semaine, si les insoumis ne veulent pas partir avec nous, on va se retrouver dans les circos avec deux candidats, et les militants en fait vont pas comprendre. Du coup tu parlais de cette union et aussi des questionnements qu'on peut avoir avec des partenaires qui ont fait partie du NFP, c'est-à-dire la France Insoumise, qui ne sont pas dans le Front Populaire 2027. On a quand même des choses que nous-mêmes on partage nous en tant que militants, c'est qu'il y a des visions stratégiques qui sont quand même assez importantes pour que les gens puissent s'identifier dans un programme politique, dans une vision de la société. Aujourd'hui, on voit que LFI a une posture assez radicale sur les questions antiracistes, antifascistes, sur même l'investissement qu'ils peuvent avoir auprès des luttes de terrain, sur les questions LGBTQIA+, etc. Est-ce que vous, le Front Populaire 2027, c'est plus quelque chose où on ne veut pas trop cliver, s'engager sur des sujets antiracistes et porter une voix forte sur ces sujets-là? Ou est-ce que c'est quand même des sujets qu'on porte, mais il y a d'autres priorités stratégiques? Je ne vois pas comment, nous, à Génération, on ne portera pas un projet antiraciste, hein.
il y a de nombreuses choses. Hein. On a sur les questions antivalidistes par exemple, et on parle rarement des questions de handicap, hein, mais j'ai été menacé de mort du fait de mon handicap. On voulait en parler, oui, ouais. justement. Ouais. Donc il y a quand même des choses là-dessus. Je suis vraiment pas sûr que là, le groupe qui travaille ensemble va arriver avec quelque chose de très mou. Enfin, on a quand même cette idée que c'est à travers une transformation radicale que l'on va pouvoir y répondre. L'idée, c'est pas d'avoir un truc qui va plaire à tout le monde et qui n'a aucun sens. Hein. Alors, en tout cas, il y a un exemple qui est assez parlant, c'est qu'on a la lutte pour le peuple palestinien et le génocide en cours, qui a été investi très rapidement par la France Insoumise, et pas que par la France Insoumise, mais aussi par des groupes politiques, on va dire, de gauche encore plus radicales, que ce soit le NPA, Révolution Permanente, etc. Et on a senti que voilà, la gauche un peu plus... on va dire, là, je ne suis pas d'accord parce que vous regardez toutes les prises de parole à l'Assemblée, notamment sur les questions au gouvernement. En tout cas, nous, le groupe écolo, on a des personnes très très investies là-dedans. En fait, on a eu systématiquement une prise de parole et on a des personnes qui sont très engagées, tout ça. Donc je suis pas d'accord. En tout cas, c'est par rapport nous à nos mobilisations sur le terrain, ouais. On voyait que c'est quelque chose sur lequel étaient très investis d'autres partis politiques, et un peu moins ça parce qu'il y avait quand même une instrumentalisation aussi d'antisémitisme et des risques, notamment de paroles un peu trop radicales. Et aujourd'hui, on voit qu'à mesure que le conflit se développe, les choses sont un peu plus, on va dire, consensuelles sur ces sujets-là. Mais en termes on va dire de prise de parole radicale, est-ce que c'est un sujet qui a envie d'être mis en avant par rapport je veux dire, aux enjeux électoraux? C'est-à-dire que dans les quartiers populaires notamment, il y a des enjeux antiracistes qui sont très forts, mais on a l'impression que des fois il y a des prises de parole au sein du Front populaire 2027 et des responsables politiques. Il ne faut pas trop aller sur ce terrain-là parce que ça peut être quelque chose de clivant. Je suis pas sûr que ça se passe comme ça, et je pense qu'il y a des gens qui peut-être ont été repérés comme pas très bons là-dessus. La force qu'il y a pu y avoir pour la NUPES et ensuite pour le NFP, c'est qu'on est quand même tous d'accord sur d'avoir une ligne de rupture et avec un projet radical de transformation. Et là-dessus, en fait, il n'y a pas, à part certains au sein du Parti Socialiste, qui n'ont pas gagné. Et s'ils avaient gagné, ça aurait été une toute autre histoire, hein, mais qui n'ont pas gagné là. Bon, à part cela, en fait, moi j'ai pas l'impression... Ouais, la ligne est claire, vraiment. Bon, avec toutes les variations qu'il peut y avoir selon les histoires de chacun, mais je trouve que la ligne est claire. Ouais. Au sein des partis, en tout cas, et au sein du mouvement de manière plus générale, on est relativement d'accord pour partir sur un vrai changement radical et camper ses positions jusqu'au bout et les investir. Ouais. Est-ce qu'on a envie d'élargir du coup le programme du nouveau Front populaire qui a été porté pendant les législatives 2024, partir de ce programme et en faire quelque chose avec une vision un peu plus longue? Est-ce que c'est ça que... Ouais, et puis enfin, je crois que nous, l'idée avec cette question de lancer une primaire, il y a comment on embarque aussi tous ceux qui ont envie d'y participer et qu'on ne reste pas figé sur un programme aussi bon puisse-t-il être, mais que les gens puissent s'embarquer et de se dire bah, là c'est un sujet qu'il faut que l'on porte. Il y a peut-être à prioriser. Voilà, je crois qu'il y a des choses de qu'est-ce qu'on veut porter, il y a peut-être des choses différentes à porter. Mais bon, il est évident que les fois dernières, on s'est appuyé sur un programme qui était très bien construit et qui était une base de négociation. Donc c'est une chose, effectivement. Mais maintenant, je crois que c'est important que chaque composante qui pourrait être embarquée dans une primaire puisse arriver avec du débat et qu'on puisse construire. Et puis voilà, il y a aussi comment on embarque. Enfin, quelle est l'histoire collective qu'il y a et que chacun se retrouve à avoir une place aussi, et puis écrire un programme, ça fait partie d'une place importante pour les militants. On parle d'embarquer donc aussi les personnes pour voter. Aujourd'hui, on a un gros taux d'abstentionnisme. Aujourd'hui, quand j'analyse les réseaux sociaux, parce que c'est un peu ma passion, je vois que la droite et l'extrême droite surtout mobilisent énormément sur les réseaux, et elle a réussi à convertir et à changer son image, mais en jouant sur un modèle de peur, parce que ça peut faire réagir. Il y a ça, et puis après ils ont quand même l'appui des algorithmes. Exactement, et parce qu'ils ont compris comment les réseaux sociaux fonctionnaient et qu'ils ont... oui, et puis ils ont quand même ceux qui tiennent les réseaux sociaux. Bien sûr. Enfin, moi je suis scotché sur mon Facebook, le nombre de députés RN qui me sont proposés, mais tous les jours, que je supprime.
Et 3 jours après, ils nous sont reproposés. Même nous aussi, ils nous sont reproposés. Hein. Julien Audoux, non, mais et puis qui sont pas du tout de mon secteur, qui sont pas. Au départ, je me suis dit ah bon, c'est parce que à l'Assemblée, on a mais sauf que ça me propose pas les autres. C'est pour me proposer les macronistes et c'est pas le cas. C'est que les RN. Alors comment c'est possible d'avoir ce... Et quand on met supprimé, pas intéressé, que 3 jours après, le nom revient. Donc en fait, on a quand même là-dessus une bataille. Parce que celui qui n'est pas très au fait de ces questions-là et qui va regarder, qui va suivre et compagnie, bon, on sait comment petit à petit son algorithme, voilà, et de ce qu'il va en entendre. Donc là-dessus, on a quand même un sujet. Ouais. Ma question, c'est plutôt sur pas forcément un changement de stratégie de communication, parce que vous n'êtes pas des communicants, c'est pas votre métier, mais comment est-ce qu'on touche les populations abstentionnistes à travers non seulement ces réseaux sociaux, parce que en meeting out, en fait, les personnes qui se déplacent, ce sont déjà les personnes convaincues. Comment est-ce qu'on va toucher moi, c'est ma grande question et ma grande préoccupation depuis le début de mon mandat. Et j'habite dans une circonscription, il y a 180 communes. 180. J'ai 2 heures de route d'un bout à l'autre de la circonscription. Et mon objectif, depuis 3 ans, est d'aller dans toutes les communes où le vote RN est le plus fort et qui sont souvent des petites communes et qui se sentent abandonnées. Et puis, enfin, souvent quand j'y vais, la plupart des maires qui sont élus depuis 20 ans, 30 ans disent mais c'est la première fois qu'il y a un député qui vient. Voilà. Et j'organise des cafés parlementaires, donc je vais troquer un café dans un village et avec pendant 2-3 heures, échange libre, je ne viens pas dire quelque chose, je viens répondre aux questions des gens. Et je ne le fais pas dans une salle des fêtes, je ne le fais pas dans une mairie où les gens ne vont pas se sentir légitimes, mais pour aller croiser des gens qu'on ne rencontre pas. Parce que c'est la grande question en fait. Hein. Et après, alors les réseaux sociaux c'est une chose, mais on ne sait pas ce que les gens vont faire de l'information sur laquelle ils vont tomber en fait. Et après je crois que là où on n'a pas été très bon à vouloir avoir quelque chose de bien préparé, de réfléchi, d'intelligent, on s'est coupé aussi de l'émotion. Parce qu'on voit qu'il y en a qui utilisent la peur, mais je crois qu'on peut aussi activer d'autres émotions plus joyeuses et fédératrices. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut pas avoir peur aussi de... il ne faut pas limiter et orienter une communication que là-dessus, mais c'est important. Moi, je voulais réagir par rapport aux réseaux sociaux, c'est que nous, sur Facebook, c'est l'endroit où on a le plus de haine sur nos publications, on a des menaces extrêmement fortes par rapport au camp politique de gauche, et notamment on a beaucoup de choses, à chaque fois qu'il y a une prise de parole, c'est LFI, Mélenchon, on a des choses qui sont assez horribles, même pour des gens comme la CFDT, quand ils se mobilisent sur les questions antifascistes, la CFDT, ça y est, c'est devenu LFI. On a du coup des menaces assez importantes. Toi, tu as réussi aussi des menaces importantes sur ces réseaux-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu vois dans des questions validistes, notamment sur cette histoire? Quel rapport tu as avec l'extrême droite, notamment sur les réseaux et sur ta circo? Comment ça se passe? Sur les réseaux, on voit comment les gens... on a cette parole décomplexée, mais après, ça on le voit depuis longtemps sur les réseaux. Moi, ce qui m'a scotché lors de l'élection l'année dernière, c'est la manière dont les gens pouvaient le dire à des personnes concernées en face à face. Et ça, c'est terrible. Je me suis retrouvé avec une militante lesbienne qui explique à quelqu'un qui dit ouvertement voter extrême droite, et elle explique, elle, en quoi c'est quelque chose qui la terrifie, l'idée de l'extrême droite par rapport à sa situation. Et la personne dit « Ah, mais les sales PD, les je sais pas quoi et tout ça », en étant en face. Mais en étant en face, c'est d'une violence, avec la volonté de faire mal à l'autre. Il y avait un plaisir, il y avait un papy qui était « Ah, mais moi, tous les bougnoules, je les renverrai dans le désert, avec un sandwich de pâté de porc et sans bouteille d'eau. » Voilà. On a des références clairement au nazisme aussi. Hein. Ah oui. Et là, quand on analyse ce que raconte ce gars-là, c'est vraiment, alors 1, je veux que tu partes, et 2, je veux venir t'attaquer sur ce qu'il en est de tes convictions, de je ne sais quoi, ou de tes croyances, et venir t'humilier à travers ça, et que tu n'aies pas d'autre choix que d'être humilié à travers ça. Et là, c'est quelque chose qui est assez terrible. Et des personnes âgées qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Et là, c'est quelque chose qui effectivement est très compliqué. Après, on a une question, moi je vois, il y a beaucoup de personnes,
enfin en Dordogne, en milieu rural, en fait, la question de l'immigration est quand même assez limitée. La question de la délinquance et de la violence, en fait, est très très limitée. Et en fait, leur seule question, c'est on veut pas que ça vienne chez nous. C'est la peur que ça arrive. Et justement, est-ce que c'est pas compliqué de mobiliser sur les questions de pouvoir d'achat, de services publics, ne parler que de ces questions-là, sachant qu'elles sont envoyées justement à... Alors on parle d'immigration, mais c'est pas vraiment l'immigration, hein, c'est l'islamophobie, c'est du racisme décomplexé. Comment on fait pour parler du pouvoir d'achat et des services publics sans qu'on le ramène à des questions racistes? Ouais, comment on fait comprendre que c'est pas... Après, bon, on a... pour le coup, il y a la question des chiffres. Voilà, l'AME, c'est 1,2 milliard. Le budget de la sécurité sociale, c'est 600 et quelques milliards. Donc en fait, même si vous supprimez ça, combien de soins vous rajoutez pour combien de personnes, en fait, c'est pas un sujet en fait. Et de venir diminuer ça, en fait, n'est pas un sujet. Par contre, d'enlever ce 1,2 milliard fait que toutes les personnes qui vont se retrouver devant une situation de santé détériorée vont arriver à l'hôpital, seront soignées, et en fait, ce sera à l'hôpital de payer et de ne pas être remboursé, donc de creuser sa dette pour pouvoir répondre à ça. En fait, l'AME évite que les hôpitaux, avant qu'il y ait l'AME, en fait, c'était les hôpitaux qui se retrouvaient avec ce reste à charge, et puis voilà. Donc en fait, ni de le supprimer ferait véritablement gagner pour tous les autres une qualité de soins, et puis de l'autre côté, en fait, ce sera un coût d'autant plus important. Est-ce que tu voulais parler un petit peu de ton travail personnel sur les sujets sur lesquels tu es engagé à l'Assemblée nationale et dans ta circonscription pour garder un mot un peu libre sur toi? Alors j'ai eu une année assez faste avec le remboursement intégral des fauteuils roulants voté à l'unanimité. Il y a eu le vote assis levé, parce qu'on avait un certain vote où il fallait se lever pour pouvoir voter. Bon, quelque chose qui était complètement absurde, qu'on a pu supprimer à l'Assemblée. On pourrait dire que c'était assez logique et facile, mais les sénateurs ne l'ont pas voté, enfin ont voté contre. Donc on voit que c'était... Quelles raisons ils ont donné? Que c'était à la personne handicapée à s'adapter et trouver un moyen de voter. D'accord. Voilà, c'était pas l'institution de s'adapter, mais voilà. Donc vous aviez un mode de vote différent du reste. Voilà. Mais ce que m'avait dit moi la présidente, elle m'a dit t'as qu'à lever la main. Je dis mais en fait, ça te pose pas un problème, alors que t'as quelqu'un qui est paraplégique, de dire bon pour voter, ceux qui sont pour, levez-vous. En fait, alors qu'on a un boîtier, on a je ne sais quoi, enfin on a je ne sais combien de possibilités de le voter. Et voilà, mais au départ, elle n'était pas chaude, elle était là, mais ça va être compliqué ou je ne sais quoi. Bon, on est arrivé à faire ça et puis pour le coup, elle a porté et la présidente et on a pu, oui, puis ça a pu se faire vraiment et on a bien travaillé ensemble pour le faire. Mais au Sénat, c'était complètement catastrophique. Et puis après, j'ai eu pendant 6 mois une mission d'évaluation sur la loi du 11 février 2005, la loi sur le handicap. Donc là, on a fait un énorme travail avec un rapport de 330 pages sur une palette très très large des questions de handicap, qui est aujourd'hui en France et depuis de nombreuses années la première cause de discrimination. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on finisse cette vidéo? Pour aujourd'hui ou comme tu veux? Non, mais merci bien pour l'échange. Merci à toi. Du coup, suivez-nous sur les réseaux sociaux, InfoGoShow, on a beaucoup de contenu, que ce soit sur YouTube ou Instagram, Facebook, TikTok. Suivez aussi Sébastien sur ses réseaux, Instagram, Facebook. Donc voilà, merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.